At an any corner, my woman they give me joy. The way you hold yourself, we fit to replace them for me. I know them go never leave me up to me 30. Now why we they got them? I try to go when you're mad. Cadeau du Guet. I'm gonna be a star. I say I'm a woman, make me no say I'm gonna be a star. I love my African woman. She they give me the ginger. My African woman. Bienvenue à Kadok Jigéen. Kadok Jigéen qui est une émission 100% féminine qui parle de tous les accomplissements et de tous les profils féminins qui sont là actuellement et qui mettent leur savoir-faire au service de la technologie. Aujourd'hui, nous allons parler environnement. On témoigne là où on est. Et quand on parle d'environnement, on va forcément parler de l'implication de la femme. Quand ils s'unissent, qu'est-ce que ça donne pour sauver la planète? Elle n'est pas n'importe qui dans le paysage écologique du Sénégal. Elle est jeune et malgré son jeune âge, elle est quand même directrice de CIMAG, un magazine qui traite essentiellement de développement durable et d'écologie. Elle, c'est Fanta Camara et elle, c'est mon invitée aujourd'hui dans Kadok Jigéen. Fanta? Oui, bonsoir Miri. Comment tu vas? Je vais très bien. Et vous? Ça va bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors Fanta, si on doit parler un petit peu de ton parcours académique, professionnel, parce que je le disais à l'entame en te présentant, tu es assez jeune pour ton âge et pourtant tu défends une cause pour une femme, souvent, mais femmes et écologie, femmes et environnement. Explique-nous un petit peu d'où est venue ta vocation. D'accord. Donc tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être ici présente aujourd'hui pour parler d'environnement et de femmes. Cette question revient très souvent. On me demande souvent si même j'ai eu des parents écologistes, voilà, comment est venu un peu cet héritage. Je dirais que bon, c'est une ambition, une vocation qui est là, tout naturellement. Je l'ai eu, même si, comme je dis tout le temps, je voulais être médecin depuis le bas âge. Mais après, au lycée, j'étais à l'Institut Marc Perrault, au Mariste. Donc au lycée, j'étais une élève, un élève très engagé sur tout ce qui est association de jeunes et tout. À chaque fois qu'on devait organiser des événements, on me reléguait les tâches liées à l'environnement, tout ce qui est développement communautaire. Okay. Donc voilà, c'est là où m'est venu cet amour pour les sensibilisations environnementales, cet amour pour la recherche sur comment développer des quartiers verts, sur comment bien impacter sur la vie, le cadre de vie de façon générale des populations. Donc bien avant le bac, il y avait déjà cet amour pour l'environnement. Donc voilà, je me voyais déjà comme une écologiste. Et voilà, je ne m'attendais pas à être une experte dans ça, mais le fait de faire des recherches et d'aller de l'avant par rapport à ce domaine me poussait davantage à remarquer des problèmes qui sont là et aussi à chercher des solutions par rapport à ces problèmes-là. Donc dès que j'ai eu le bac, je suis scientifique, j'ai eu le bac S2. Après bon, même si je voulais être médecin, j'avais deux choix, soit médecine, soit environnement. Je me suis dit, comme vous l'avez tantôt remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes engagées dans ça et on parle de changement climatique, on parle de plus de problématiques qui sont liées à l'environnement. Je me suis dit là, il est temps que vraiment je marque l'histoire, que je fasse quelque chose qui pourra aujourd'hui inspirer non seulement mes pères, mais aussi les filles des générations futures. C'est comme ça que je me suis dit que je vais aller dans ce sens. Et j'ai fréquenté l'Institut des hautes études en énergie. Donc j'ai fait là-bas ma licence. Donc c'était un tronc commun, on a fait énergie, mine, environnement. C'est au Sénégal? C'est au Sénégal. C'est au Sénégal. Voilà, donc j'ai fait là-bas 3 ans. Mais dès la licence 1, comme j'ai dit, le magazine, ça m'est venu comme ça. À chaque fois, on faisait des cours sur l'environnement et je voyais tout le temps des notions qui sont importantes. C'est-à-dire comment se comporter en environnement, dans un cadre de vie, les comportements éco-responsables à avoir. Je me disais que ce n'est pas uniquement aux environnementalistes de maîtriser cela. Donc nous partageons le même écosystème, donc tout le monde doit avoir l'accès à l'information environnementale. Donc j'ai commencé en utilisant mes propres réseaux sociaux, mes pages sur Facebook, Instagram. Chaque jour, par rapport aux thématiques qu'on m'enseignait à l'école, je fais des recherches, après je publie. Je parle de biodiversité aujourd'hui, je parle de changement climatique, c'est quoi.
Bah après, on m'a conseillé, on m'a dit, mais pourquoi pas aller même jusqu'à créer un média sur ça, parce que ça commençait à avoir de l'influence. Beaucoup de gens me suivaient au quotidien, voir ce que j'ai parlé, voilà, ce dont j'ai parlé par rapport à l'environnement. C'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un magazine sur ça. Donc, je me rappelle, c'était à la période de mes vacances, en première année pour aller en deuxième année, que j'ai lancé le magazine. Voilà, donc déjà si jeune, j'avais 20 ans à l'époque. Wow. Donc voilà, c'était quand même un défi, hein, 20 ans, tu te dis que tu vas créer un magazine. Même quand je parlais à des journalistes pour qu'ils le mettent, ils me disaient, ben bon, toi tu es un enfant quand même. Ils ne croyaient même pas trop au projet parce que celle qui portait le projet était trop un enfant. Ouais. Mais quand même j'y ai cru. Je me suis dit que voilà, je ne vais pas attendre que le monde sache que je peux le faire. C'est à moi de prouver au monde que je peux le faire. Donc comme ça, j'ai commencé à sortir des numéros. Je me rappelle, mon premier numéro, c'était, je parlais de l'eau, de tout ce qui est carte de vie, l'eau, assainissement. Donc je me rappelle, on était allé à Touba, c'était lors des inondations. Donc voilà, on était allé voir comment aujourd'hui les populations sont connectées à l'environnement, quels sont les rôles qu'ils jouent par rapport à la préservation de leur environnement. Donc on disait que voilà, c'est tout le temps, c'était vraiment récurrent. À chaque hivernage, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations. Et voilà, j'étais en train de voir là-bas comment on pourra faire pour sorte qu'on va divulguer les problématiques qui se trouvent là-bas et voir des solutions par rapport aux parties prenantes, à l'État, les organisations et tout. On avait même collaboré avec l'organisation à Touba qui font des collectes de dons. J'ai oublié le nom. Mais on avait collaboré avec eux pour voir comment on peut hausser la voix des communautés. Dans le magazine, il y avait aussi un volet sur comment porter la voix des communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des communautés qui vivent des problématiques environnementales, mais n'ont pas la voix pour faire entendre ce qu'ils vivent. Donc à travers le magazine, on faisait le tour des régions et tout ça pour parler de ces sujets dont on ne parle pas souvent et voir avec les partenaires comment on pourra avancer là-dessus. Ce n'était pas juste informer, mais informer et résoudre des problèmes. Donc c'est ça quand même qui m'a un peu lancé par rapport à ce que je fais. Donc avec le magazine, ma première COP que j'ai eu à couvrir, c'était quand j'avais 21 ans. On est allé à Abidjan. Donc un an après, tu es parti à Abidjan pour couvrir la COP. Voilà, parce que j'ai fait une interview avec le directeur de la Grande Muraille Verte pour parler des projets de la Grande Muraille et tout. Et il a été frappé par l'innovation avec le magazine. Donc il m'a dit que voilà, dans quelques mois, il partira à Abidjan pour la COP sur la désertification. Et il aimerait qu'on y parte ensemble pour que je puisse vraiment faire des choses. Donc c'était à 21 ans, je suis partie à la COP. Donc j'étais la plus jeune dans la délégation du Sénégal. J'imagine bien. Ouais, mais quand même, voilà, je me suis assez imposée là-bas pour après participer à la COP 27 en Égypte. Donc c'était une transition et là, je reviens de Bakou, ma 4e COP déjà. Donc c'était comme, voilà, tu fais comme ça, après, voilà. Je veux dire que ces 4 dernières années, j'ai vu une évolution, c'est comme une chaîne en fait. Ça commence par là, après là. Donc tout pour montrer que si on croit à une chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver, on va y arriver. Au début même, pour décrocher une interview, c'était un problème. Parce que des institutions, quand ils voient qui est derrière le magazine, on me dit que bon, c'est une jeune fille qui aimerait... On ne te prenait pas vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux. Moi, il m'est arrivé je suis allée faire une interview avec un directeur de ce pays, mais quand je suis arrivée, j'étais là déjà, et il m'a dit qu'il est occupé. Donc voilà, qu'il n'a pas le temps de m'accorder une interview, parce qu'il pensait que c'était un jeu. Mais après, quand il a vu le magazine, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire « Ah mais tiens, c'est toi qui as fait le magazine sur ça? Mais c'est vrai que tu étais venu au bureau, mais quand même, bon, je ne t'avais pas pris au sérieux. » Honnêtement, il me l'a dit. Et après, il s'est rattrapé, on a encore fait un numéro. Et quand on est allé à Sharm el-Sheikh à la COP27, je l'ai vu, voilà, on a échangé, mais après, il m'a dit, il a été vraiment frappé par ça. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc même la transition encore qui est récemment faite, c'est voilà, après quand j'ai eu ma licence aussi, je me suis intéressée à, quand je fais tout ce qui est environnement, aux sciences environnementales, comme il y a des négociations climatiques qui se font, j'ai aussi fait des certifications en négociation. Donc les 3 dernières COP, je partais en tant que directrice d'un magazine, donc je couvrais seulement, je n'étais pas vraiment au cours des négociations. Cette année-là, je suis allée en tant que négociatrice. Donc pour dire quand même, voilà, après la couverture des magazines, ça m'a permis de connaître des personnes. Un autre palier. Un autre palier. C'est-à-dire les gens que je couvrais, les gens que je prenais en interview pour parler d'environnement et tout, voilà, m'ont même mis dans leur équipe pour que je fasse partie des négociateurs. Donc cette année-là, j'ai représenté le groupe des PMA, Pays Moyens Avancés, c'est la représentante de la société civile, tout ce qui est problématique liée aux pertes et dommages, genre aussi l'implication des femmes dans le changement climatique. J'ai suivi des négociations sur cette thématique-là. Et pour dire que c'est une très belle transition qui est là, pour dire que voilà, c'est une nouvelle casquette portée
Et voilà. À ne comme pas remarque. confondre avec la casquette qu'elle porte actuellement dans l'émission Bien sûr 100 ans. Alors, Fanta, c'est vraiment un parcours très inspirant, comme j'ai l'habitude de dire par rapport à ton jeune âge. Et nous t'en félicitons d'ailleurs. Et je pense que le message que lancé à travers les mots que il faut voir au-delà de l'âge. Il faut voir au-delà de la personne. Ouais. Parce qu'on peut avoir 20 ans, 18 ans, 19 ans et porter un projet. Et c'est en apprenant qu'elle apprenait. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je voudrais bien qu'on parle du lien entre la femme et l'environnement. Comment tu définirais le rôle spécifique de la femme dans la protection de l'environnement, surtout quand on prend en compte notre culture, notre façon de faire ici en Afrique et particulièrement au Sénégal? D'accord. Moi, je dis tout le temps que la femme, c'est le cadre de vie, en fait, c'est l'environnement. La femme, c'est la nature. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme qui nourrit la famille. Donc, c'est la femme qui est au champ. Donc, on peut pas séparer la femme et l'environnement. Donc, je pense que ce sont deux choses qui sont indissociables. Et aujourd'hui, on voit l'essor est là par rapport aux jeunes filles et femmes qui s'engagent de plus en plus à la protection de l'environnement en adhérant à des organisations, même dans les négociations. Voilà, même si au Sénégal, il n'y a pas encore une certaine représentativité, mais quand on prend en compte certains pays à l'Afrique de l'Ouest, ce qui m'a plus marqué, au Burkina, au Cameroun, on voit beaucoup de femmes qui se lèvent maintenant pour parler de l'environnement, pour défendre des problématiques environnementales de leur pays. Donc je pense que la femme, on commence à reconnaître son rôle et son importance dans la protection de l'environnement, mais il y a encore un déficit qui est là. Donc c'est ce que nous combattons chaque jour. Ici au Sénégal, il y a combien de femmes qui traitent de l'environnement, à part toi? Bon, on est un cercle restreint, hein. Pour laquelle on se connaît nous tous. Il y a certaines femmes que je taquine tout le temps en leur disant que vous abandonnez, comme voilà, les maris Aïda et tout ça. Après, quand ils se marient, on les voit plus sur le terrain. C'est vrai? C'est vrai, hein? Donc quand tu vas te marier, est-ce que tu ne vas pas disparaître? Non, je ne pense pas. Ah, je pense pas. Largement et moi, on n'est pas. Mais quand même, il y en a, mais quand même, voilà, c'est pas encore. Est-ce que vous êtes au nombre de 10 ou un peu moins, un peu plus? Peut-être que je dirais pas plus de 10 ans. Wow. Ouais, que je connais vraiment, qui sont sur le terrain, pas plus de 10. Surtout des jeunes filles. Certaines qu'on connaît sont peut-être voilà, des dames qui sont des doctorantes en environnement et tout ça. Mais par rapport aux jeunes filles et tout ça... il faut faire l'appel. Il faut faire l'appel. On a vraiment... La raison pour laquelle même on va y arriver, qu'on a lancé le club là, c'est parce qu'on a remarqué le manque d'engagement des femmes par rapport à ça. Tout à l'heure, tu parlais des défis. Quels sont les défis auxquels justement les femmes environnementalistes, je ne sais pas si on le dit ça comme ça, sont confrontées? Alors, le manque de reconnaissance par rapport à l'implication des femmes là, environnementalistes dans tout ce qui est processus lié au développement durable en l'environnement. Comme aujourd'hui, quand on rédige des textes, quand on parle de négociations et tout ça, on voit plus d'hommes dans les salles que dans les femmes, que les femmes. Et ça aussi, c'est un problème, c'est une problématique qui est là, mais qui commence à être résolue de plus en plus. On voit des femmes qui... parce que ça, je pense que même le problème vient de la femme. Parce que moi, je l'ai dit un jour, hein, il y a beaucoup de femmes qui ont fait environnement comme spécialité et tout ça, qui ont appris l'environnement, mais après qui ne se font pas valoir comme il se doit. C'est-à-dire elles ne vont pas au-delà même de ce qu'elles font. C'est-à-dire c'est elles-mêmes qui se limitent dans les salles, dans les laboratoires et tout ça, mais elles ne partent pas pour porter les voix, pour aller dans les médias, pour parler. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est là. On qualifie l'environnementaliste d'une personne qui est trop technique, qui est toujours voilà, derrière son laboratoire, ses recherches et tout, mais qui ne va pas à l'encontre des populations. Donc moi, peut-être ce qui m'a un peu donné cette casquette de jeune fille influenceuse dans l'environnement, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est parce que voilà, je ne me suis pas arrêtée aux salles, aux classes et tout ça, laboratoire et recherche. Non, non. Je me suis dit que je connais un peu ce que je fais, je vais aller devant les médias, je vais aller faire des émissions sur ça, parler, sensibiliser, aller sur le terrain. Donc je pense que ça permet aussi une reconnaissance des femmes par rapport au changement climatique. Et participer le mariage aussi. Le mariage aussi. Ça c'est une norme culturelle, j'aimerais en venir même parce que là, si on part dans les régions même, c'est là où on va sentir ce poids-là. On parle actuellement il y a la COP qui se passe à Riyad par rapport à la désertification et tout, mais le thème, c'est notre terre, notre avenir. Mais il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui revendiquent même que voilà, on peut envisager un avenir sans l'implication des femmes. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans les régions là.
les terres ne sont pas des priorités de la femme. Ce sont aux hommes voilà, qui détiennent les terres, alors que ce sont les femmes qui passent toute la journée sur les champs, parce que ce sont des normes culturelles. Parce que pour eux, la femme ne doit pas avoir une certaine voix dans sa communauté, voilà, ne doit pas avoir une certaine appartenance, les terres ne doivent pas appartenir aux femmes. Patriarcat. Voilà, donc ça c'est aussi un défi qui est là. Et ça c'est vraiment, bon, je ne sais pas si on arrivera à contourner ce défi, parce que on est là, mais quand même ce sont des normes traditionnelles en fait. Depuis des années, ces femmes-là, on nous a fait croire qu'elles doivent se lever, porter leur bébé au dos et aller au champ toute la journée sous le chaud soleil, et après à la fin pour les rendements, tout c'est l'homme qui gère. Donc elles, voilà, elles n'ont pas le droit de réclamer les fonciers, de réclamer aujourd'hui voilà, les rendements, les recettes par rapport à tout ce qu'elles entourent. Donc ça, c'est un défi qui est là, qui est le défi le plus majeur par rapport à ces femmes-là, surtout qui n'ont pas la chance d'aller au COP, d'aller dans des sommets pour réclamer leurs droits. Elles ne sont même pas au courant de tout ce qui se passe en termes de négociations et tout. Mais nous, peut-être qui avons la chance de participer à certaines rencontres, voilà, nous tâchons de porter la voix de ces femmes-là. Okay. Donc, et quand vous portez la voix de ces femmes, vous allez en immersion chez elles et ensuite, en fait, comment vous faites exactement? J'aimerais bien savoir, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, des applications mobiles, des collectes de données, comment vous faites? Voilà, avec les réseaux sociaux, moi j'ai démarré par ça, comme j'ai dit, hein, quand je postais mes pubs là, par rapport à l'environnement, c'était sur les réseaux, donc c'est là où j'essaie de sensibiliser et tout. Mais ces femmes-là qui sont dans les régions ne sont pas connectées. Donc ça, il y a une barrière qui est là, une barrière technologique de ces femmes-là. Donc raison pour laquelle même on dit souvent que voilà, ces femmes-là sont peut-être à l'arrière-plan par rapport au processus de tout ce qui est négociation climatique, parce qu'elles ne savent pas déjà, elles n'ont pas l'information. Pour pouvoir s'engager dans quelque chose, il faut savoir c'est quoi d'abord, avoir l'information, savoir comment ça se passe, et voilà, avoir vraiment le droit de connaître les avantages, les enjeux et tout, mais elles ne sont pas connectées. Donc on parle de transfert de technologie par rapport aux négociations, il y a une thématique sur ça, il y a voilà, côté renforcement de capacité et tout. On est là, on veut résoudre cela, mais à travers la technologie, on pense que ça pourra se faire. Mais aussi, il faut qu'on puisse développer des techniques sur comment on va impliquer cette femme-là qui n'est pas allée à l'école, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est le changement climatique, qui ne sait pas lire et écrire. Comment elle saura utiliser la technologie pour alerter aujourd'hui à ce qui se passe par rapport à l'environnement, si fait face à un problème majeur, comment elle pourra revendiquer. Ça sont des problématiques qui sont là et ces femmes-là n'ont pas encore cette chance de faire. Donc pour moi, à l'ère de la technologie, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, mais il faut qu'on mette la femme au centre. En fait, tu veux parler un petit peu d'éducation environnementale via la technologie. Je pense que c'est possible, bien sûr, parce que tout le monde est connecté. Si on veut véhiculer un message aujourd'hui, du tic au tac, tout le monde pourra recevoir. Moi, même c'est ce que je dis tout le temps au Sénégal. On parle de sensibilisation environnementale, il y a le terrain, mais aussi il y a les réseaux. Mais malheureusement aussi, ce qui est encore déplorable, c'est qu'au Sénégal, tout le monde est connecté, mais tout le monde n'est pas concerné par des sujets liés au développement. Pas des sujets liés au développement, de façon générale, que ce soit environnement, santé et tout. Mais on voit un jeune qui préfère scroller sur TikTok et voir des vidéos divertissantes que d'apprendre sur une chose voilà, mais donc, qui est... Comme vous êtes un cercle restreint, quand vous parlez d'éducation environnementale via les nouvelles technologies, comment vous pensez en fait que cette éducation-là pourrait rendre plus autonome la femme qui est dans le milieu de l'environnement? À travers la technologie et tout ça, comment elle pourra... Oui, en fait, pas que ça s'arrête qu'à vous, mais aussi que ça s'applique aux autres jeunes et qu'ils puissent être intéressés par justement... Oui, raison pour laquelle on parle de la décomplexification des termes scientifiques, parce que comme on dit, hein, tout le monde dit que l'environnement c'est trop technique, au terme de changement climatique, là, on se lève, on voit 1,5 degrés Celsius, on se lève, on voit gaz à effet de serre, on ne comprend pas ce moi, que... quand tu m'as dit S2, j'ai démissionné, parce que moi je suis de L, donc... Donc ça aussi, c'est un défi qui est là. Hein. Okay. Moi je pense que pour qu'une personne lambda, un citoyen normal puisse comprendre
changement climatique et ses enjeux, il faut qu'on puisse rabaisser le niveau, qu'on puisse voilà, mettre des termes qui sont simples, qui sont accessibles. Et voilà, à travers les réseaux, qu'on puisse voilà, voir comment allier l'utile à l'agréable pour que tout le monde puisse avoir cette info. Parce que je pense que même si les femmes voilà, ne sont pas peut-être impliquées dans ça, mais si elles commencent à comprendre les notions même, c'est déjà un pas qui est là. Ils pourront voir, et ça pourra même accélérer leur autonomisation économique et tout, parce qu'ils pourront voir à travers les pratiques durables aujourd'hui, ils pourront voir comment accélérer leur rendement, comment mieux voilà, avoir des bénéfices par rapport à l'environnement aussi. Il y a cet aspect de développement durable qui inclut l'environnement, le social et l'économie. Donc, par exemple, le solaire, par exemple, les femmes par exemple, qui aujourd'hui coupent des bois pour chauffer des produits halieutiques, pour faire ce qu'on appelle le gadget, tout ça. Ces femmes-là, elles ne savent pas qu'elles polluent l'environnement. Après, c'est elles-mêmes qui vivent les changements climatiques, avec l'avancée de la mer et tout. Elles ne savent pas que ce qu'elles font, à la longue, va même impacter sur elles-mêmes. Ah donc, le fait que nous fassions oui, parce qu'elles font quoi? Elles partent dans les forêts, elles coupent des bois. Déjà, la déforestation, c'est un phénomène environnemental. Le bois qui est là, l'arbre qui doit donner de l'oxygène. Si tu coupes l'arbre, après tu amènes voilà quoi, tu diminues même tout ce qui est voilà, important à l'environnement. Et après même, au-delà de couper l'arbre, le fait d'allumer, de faire du chauffage comme ça, il y a beaucoup de gaz qui s'évaporent. Elle inhale encore les gaz. Boil, c'est le carbone en fait. Mais le boil, c'est le carbone. C'est le CO2. Bon, je ne suis pas trop contre. Mais c'est le CO2, hein. C'est le carbone. C'est le carbone. Ah bon? C'est le carbone. Non, c'est le carbone, hein. Non, c'est le carbone. Et c'est polluant. Et après, même au-delà de l'environnement, il y a la santé aussi. Le fait d'inhaler au quotidien ces gaz-là qui s'évaporent avec les bois de chauffage des femmes-là, elles ne savent pas, mais après c'est elles-mêmes qui souffrent des problèmes de respiration. C'est elles-mêmes qui souffrent de l'avance de la mer, après la perte de la biodiversité, la perte même, il y a même un village qui a disparu carrément à Saint-Louis à cause de l'érosion côtière. Mais après, elles ne savent pas qu'il y a d'autres techniques durables qui peuvent remplacer cela. Comme par exemple, lesquelles? le solaire, pour avoir de l'énergie. On peut les initier au solaire, aux pratiques durables. C'est-à-dire comment aujourd'hui elles peuvent continuer à faire leurs activités sans polluer l'environnement ou bien en réduisant les impacts sur l'environnement. Donc pour laquelle je dis que pour aujourd'hui impliquer la femme dans ce processus de lutte contre le changement climatique, il faut qu'elle comprenne les enjeux, il faut qu'elle sache comment remplacer certaines pratiques par d'autres qui sont plus résilientes au changement climatique. D'accord. Donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un impact des changements climatiques sur la femme. Sur la femme. Et c'est la femme même qui en est la cause. La cause. Ok. Et c'est même pas la femme, ça même au-delà de la femme, même les citoyens normaux. Aujourd'hui, nous tous, voilà, on voit au quotidien des personnes. Pendant qu'on t'a, dis-nous par exemple les petites actions qu'on fait au quotidien au niveau de l'environnement et qu'on ne pense pas avoir un impact. Lancer des ordures au quotidien. Ça veut dire que du dégradé. 400 ans de notre top. C'est de notre top, n'est que de comme meuble. Mais de sànni ay gaz yoo xamante ne tey mu may mélangé wu ak atmosphère bi et tout ça mu may yokk non, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais le fait qu'on lance du plastique encore et encore au Sénégal, mais c'est un phénomène grave. Les plastiques, les sachets et tout ce qui est ordure. Les pollutions avec les voitures et tout ça. Peut-être que mënuñu ko wàññi mais moi, je ne sais pas, je pense plus à une mobilité durable. Dakar, c'est pollué. Mais la pollution à Dakar, on peut dire que 70% plus c'est lié à la mobilité. Wow. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Tout le monde aujourd'hui va avoir une voiture, bon, c'est une nécessité. Mais il faut qu'on repense à l'urbanisation de nos villes. Avec les mairies. Les collectivités territoriales, bien sûr. Ces mairies-là, il y a des projets qui se font par rapport à... J'ai vu Enda avec le comme ça. Et avec le Hackathon aussi, la mairie de Dakar. La mairie de Dakar qui commence à voir comment les mairies pourront s'aligner à ça. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une urbanisation durable. C'est urgent. Parce que Dakar fait partie des villes les plus polluées en Afrique. Wow. C'est démontré. Il y a les Carapites, il y a les Ndiagandia et tout. Donc au-delà que les voitures
roulent à l'essence et tout ça. Il y a aussi des gaz là qui s'évaporent. On voit tout le temps les gaz Oui, les gaz, ouais, que les cars et tout ça. Donc tout ça sont et des une troisième pour la route. Non, parce que là, moi, troisième, tu m'intéresses. c'est le manque d'arbres, manque de reboisement. Ça aussi, c'est une activité qu'on doit faire davantage. Donc, si on peut-être plus multiplier nos actions côté reboisement. Et aussi éduquer les plus jeunes. Éduquer les plus jeunes. Moi, les plus jeunes, je pense que même si on me demandait de choisir entre sensibiliser un jeune et un vieux, je sensibiliser le jeune. Ah oui, c'est le futur. Même pas voilà, je n'aime pas réfléchir. Donc le jeune, au moins, lui, il pourra grandir avec. Mais c'est difficile de sensibiliser un vieux au Sénégal. Ça, je le dis. Hein. Ayant fait des efforts de sensibilisation, c'est difficile de sensibiliser, même pas un vieux, mais quelqu'un adulte même, je vais dire, qui a trentaine, quarantaine, des habitudes. Depuis qu'il est né, il pollue. Et il pense que voilà, il peut encore continuer à vivre en polluant. Ça n'a pas d'impact sur son quotidien, donc il ne faut pas comprendre voilà, que c'est urgent qu'il change de mode de vie. Mais un enfant pourra grandir avec. Donc je pense que l'enfant, c'est primordial qu'on puisse inclure dès le bas âge des notions environnementales et qu'ils puissent grandir avec. Et justement, on parlait tout à l'heure des collectivités, des mairies. D'après toi, quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer pour soutenir l'engagement des femmes dans la protection de l'environnement et surtout favoriser l'accès aux technologies? D'accord. Le gouvernement, ce qu'il peut faire, c'est aujourd'hui multiplier les efforts côté renforcement de capacité. Par exemple, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire partie d'une lutte sans avoir les armes. C'est vrai. Même le lutteur aujourd'hui, Modlo, et c'était récemment quand il luttait, mais ils avaient les affaires mystiques et tout ça, et les armes en fait. C'est vrai. On peut aller dans la lutte contre le changement climatique sans les armes. Et l'arme la plus fondamentale, c'est l'éducation au changement climatique. Une personne qui ne sait rien du climat, que ce soit homme ou femme, si la personne-là n'est pas au préalable formée au changement climatique, n'a pas reçu les notions nécessaires, il ne pourra pas combattre le changement climatique. Donc pour moi, que ce soit gouvernement, ONG même, voilà, en tout cas toutes les parties prenantes qui ont du budget, qui ont des ambitions pour faire changer un peu voilà, le développement, pour un peu voilà, favoriser le développement de nos nations, du Sénégal en particulier, de nos villes, et surtout la ville de Dakar qui est très très polluée. Pour moi, c'est voilà, capacité, les jeunes et les femmes. Faire des séances de la technologie. C'est possible, la technologie. Aujourd'hui, voir comment créer un cadre. Quand je parle de technologie, moi je parle de technologie verte. Oui. Pour leur faciliter l'accès aux technologies vertes. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les femmes là, qui coupent des bois pour avoir de l'énergie pour chauffer le produit et tout ça. Il y a des technologies innovantes qui se vont. Par exemple, aujourd'hui, le solaire là, dont je parlais. Mais à travers en technologie verte, la femme pourra aujourd'hui avoir des données. Sur, par exemple, aujourd'hui, le soleil c'est là, le jour. C'est-à-dire, il y a l'ANACIM même qui a commencé à faire ça à travers des messages au quotidien et qui pourront envoyer aux femmes dans les régions pour qu'ils puissent voir si aujourd'hui il y aura du soleil ou pas, s'il va pleuvoir ou pas. La technologie aujourd'hui pourra permettre aux femmes de recevoir des messages sur l'environnement, leur quotidien, et savoir s'il sera préférable d'aller au champ ou pas, préférable aujourd'hui d'utiliser le solaire ou pas, s'il y aura du soleil ou pas. Donc je pense qu'à travers la technologie, les femmes là pourront avoir beaucoup de données. Et sans les données, ils ne pourront pas savoir. Donc les données là sont primordiales, mais le fait que la personne se déplace de Dakar jusqu'à la région pour aller informer cela, la technologie aujourd'hui, tout est numérisé. La femme, même à Foundiougne, même à Fongolemi, pourra recevoir un message. Super. Et savoir aujourd'hui comment elle pourra faire pour aller à la mer. Est-ce qu'elle peut aller à la mer ou pas? Est-ce qu'elle peut aller au champ ou pas? Est-ce qu'elle peut utiliser le solaire ou pas? Donc je pense qu'à travers la technologie, les gouvernements pourront réfléchir sur comment développer des techniques permettant aux femmes là de recevoir des notions, des données, des leçons même sur le changement climatique. En tout cas, tout ce qu'ils pourront avoir comme arme pour faire partie de la lutte. Je pense que voilà, c'est primordial. Merci Fanta. Alors j'aimerais te poser une question. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques exemples de projets innovants qui ont été menés par les femmes pour protéger l'environnement en utilisant les technologies?
Alors voilà, je parlerai tout d'abord de notre initiative qui est actuellement en plein essor, qu'on a lancé récemment, le Climate Linger Club, qui est un club de femmes qui est constitué par 4 femmes qui se sont dites que voilà, on a eu la chance de connaître l'environnement, de travailler dans des institutions, de développer des projets. Pourquoi pas donner la chance à d'autres femmes de comprendre le changement climatique et de prendre des initiatives. Donc il y a 3 et moi-même. Donc voilà, toutes sommes des femmes. Il y a des experts en finances climatiques, il y a des docteurs en environnement, et il y a moi-même qui suis spécialiste en développement durable, tout ce qui est environnement. Donc c'est pour donner la chance aux femmes de s'engager. Et à travers la technologie, on aimerait aujourd'hui, comme je dis tantôt, permettre à ces femmes-là d'avoir les données nécessaires, de développer des technologies tels que voilà, les messages à envoyer aux femmes, également des rubriques par rapport aux réseaux sociaux. On a des pages que nous sommes en train de créer, de développer. Pourquoi pas avoir des plateformes numériques Et à part où le les climate, femmes... Avec le Climate Linger Club, il y a tout récemment à la COP, il y a des femmes qui ont créé, j'ai oublié le nom du start-up, mais c'est très très important parce que ce sont des femmes burkinabées qui ont créé, tout comme cette problématique-là, permettre aux femmes du Burkina, dans les régions, d'avoir voilà, les informations par rapport au changement climatique. Donc ce sont des femmes qui chaque matin vont mettre des notions importantes sur le climat, et elles ont une certaine chaîne voilà, qui permet de lancer le message voilà, de la capitale jusqu'aux régions, donc avec des représentants dans les régions qui vont faciliter cette acquisition des messages-là. Ça se fait à travers la technologie parce qu'elles peuvent entrer en contact avec des femmes et surtout avoir des retours de suivi. Parce que les femmes-là pourront, par exemple, parler de leur incompréhension à travers juste des messages. Mais ce sont des femmes qui ne savent pas lire, et à travers les représentants là-bas, ils pourront avoir des interactions. Même les femmes qui ne sont pas instruites peuvent aujourd'hui se signaler, parler de problèmes environnementaux. Donc ça, c'est révolutionnaire. Donc je l'ai vu au Burkina et je me suis dit pourquoi pas au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains. Tous nous avons les mêmes problématiques partout en Afrique. Et c'est à ça que servent justement les échanges dans les COP. Dans les COP et tout. Oui. Par exemple, moi à la COP, j'ai organisé un panel où j'ai regroupé des femmes de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Et chaque femme a parlé aujourd'hui des défis par rapport à le renforcement des capacités des femmes dans son pays, dans le domaine du changement climatique. Et j'ai remarqué que tous nous avons les mêmes problèmes. C'est la même problématique. C'est la même problématique là. Les femmes ont l'envie de faire, mais elles ne savent pas comment le faire. Et voilà, elles n'ont pas trop la voix à travers. Il y a les barrières culturelles, les barrières patriarcales. Très cher patriarcat. Alors Fanta, dans cette émission, on a une rubrique qui s'appelle la rubrique digitale. Et justement, aujourd'hui, comme c'est une émission 100% environnement, nous allons parler du Climate Linger Club. Nous allons alors partir à la découverte de ce Linger Club. Coucou à tous, j'ai fait cette petite vidéo pour soutenir le CLC Climate Linger Club, qui est une initiative qui permet de soutenir les femmes dans la lutte contre les changements climatiques. L'implication des femmes dans l'action climatique est très importante car elle contribue à promouvoir l'égalité des genres et également de corriger les déséquilibres structurels et de renforcer l'accès à l'éducation, aux ressources et de les intégrer dans les négociations les concernant. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Malène Gay, je suis chargée de communication pour le Climate Linger Club, qui est une association pour les femmes pour lutter contre le changement climatique, entre autres. Alors, c'est une initiative qui est née du fait tout simplement que c'est un secteur qui n'est pas très inclusif aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes ont un rôle très, très important dans le changement climatique, notamment aujourd'hui au Sénégal avec les secteurs comme la pêche et l'agriculture, entre autres, où les femmes sont très, très présentes. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas vraiment dans on va dire, dans les initiatives ou les grandes instances de décision. Donc, ce club est né tout simplement pour intégrer les femmes, leur donner justement ce pouvoir, cette voix, tout simplement, pour lutter contre le changement climatique, avoir des actions posées pour la protection de l'environnement, entre autres, et tout simplement avoir
cet impact dans leur communauté. Alors le club aujourd'hui a plusieurs objectifs. Il a plusieurs objectifs et les actions aujourd'hui, il faut savoir que c'est un club qui est encore récent. C'est le premier réseau de femmes dans le changement climatique ici en Afrique de l'Ouest. Les actions qu'on a posées pour l'instant tournent autour non seulement de la participation aux aux grands forums internationaux comme la COP par exemple, les rencontres avec les grands dirigeants ici tout simplement pour faire des recherches de financement. Parce qu'il faut savoir que ça va être finalement la base de nos futures activités qui vont composer, on va dire, qui vont faire partie prenante du club, que ça soit le renforcement de capacité des femmes, que ça soit l'aide aux projets des femmes qui sont ici au Sénégal, dans le monde rural par exemple, ou tout simplement d'appuyer des projets qui ont un impact fort sur l'environnement. Alors, les impacts significatifs, il faut savoir que là, on parle spécialement de femmes de partout, mais spécifiquement de femmes africaines. Comme je disais tantôt, c'est pas un secteur qui est très inclusif à ce jour. Les impacts aujourd'hui sont quand même multiples, hein, que ça soit au niveau justement de l'inclusivité qu'on peut avoir, les grandes instances, intégrer les femmes aux grandes décisions dans ce secteur, que ça soit l'environnement, le climat, les énergies renouvelables. Il sera important qu'on puisse avoir ce leadership qui va permettre aux femmes de se prendre en main toutes seules et de pouvoir être, on va dire, autonomes. D'autres impacts, c'est l'influence que les femmes finalement auront dans ces instances. Et enfin, l'autonomie qu'elles auront dans leur propre domaine d'activité. Pour les critères, il faut savoir que le club est assez ouvert. Par contre, il est important d'être engagé dans cette cause. C'est-à-dire que nous sommes toutes des activistes, on va dire, en tout cas des personnes qui ont un impact dans leur environnement. Nous avons des environnementalistes, nous avons des entrepreneurs, nous avons des docteurs, que ça soit en changement climatique ou autre. Mais vous n'êtes pas obligé d'être vraiment des spécialistes de ce domaine. Si tout simplement cette cause vous intéresse, si cela vous fait sentir engagé dans votre communauté, vous êtes le bienvenu tout simplement parce que on veut avoir affaire avec des personnes qui seront intéressées à 100% et surtout engagées. Comment rejoindre le club? C'est très simple, ça sera juste une petite participation pour la carte de membre qui est à 10 000 francs l'année. Voilà. Le conseil que j'ai à donner, c'est quand on fait quelque chose, il faut le faire par passion. Parce que personnellement, je suis une personne assez passionnée, mais cela me ramène au terme de l'engagement. Pour les conseils que j'ai à donner ici aux jeunes, c'est tout simplement de vous engager. Engagez-vous sur une cause. Que ça soit même au-delà de cette cause sur lequel nous sommes tous impactés, hein, nous le voyons tous les jours avec le temps, la météo, la chaleur, le froid, nos côtes, l'érosion côtière par exemple, l'agriculture. Pour moi, ce sont des choses qui sont aujourd'hui visibles, palpables et qui devraient nous faire réagir. Donc, pour notre futur, pour assurer notre lendemain, je pense qu'il est temps de pouvoir prendre les choses en main en tant que jeune femme, de s'engager sur des choses ou des activités qui ont un impact sur notre communauté aujourd'hui et qui pourront demain nous rendre fiers. Jigéen jigéen mooy yaay jigéen mooy àll bi jigéen mooy ki nga xamante ne mooy yar ngeen yaakaar ne jigéen ñi suñ leen joxee en tout cas moyens yi war jox leen pouvoir ngeen yaakaar ne duñu gérer suñu àllam bi yaakaaroo leen ne jigéen yi war nañ am plus de pouvoir si lutte contre le changement climatique ku xamante ne yàlla dooleel na ko yàlla may na ko la nga xamante ne lu mu dugal loxoom rek mu barkeel lu mu dugal loxoom rek mu jëm ca kanam yaakaar naa ne di ngeen bokk ànd ak man ñu ànd ak jigéen ñi jox leen kàddu jox leen moyen ñu jàppale suñu góor yi nga xamante ne
ñooy travailler sur le changement climatique. C'était le reportage qu'on vous a proposé concernant le Climate Linguère Club, comme Fanta l'a si bien expliqué. Donc un club qui réunit 4 dames qui s'occupent essentiellement des questions de l'environnement. Légui bala ñuy continuer parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission Fanta. J'aimerais bien savoir quelle action concrète tu peux proposer en tout cas pour inclure davantage les femmes dans les prises de décision concernant l'environnement et le développement durable. C'est l'exercition de la parité dans le changement climatique. C'est une action qui est là. Tu tiens à ça, hein? Je tiens à ça. Je ne sais pas si ce sera une autre loi, parité climat, ou bien, Oui. je ne sais pas, mais il faut qu'on exerce cette parité dans le climat. D'accord. Qu'on puisse aujourd'hui, dans le salle de négociation, s'il y a 5 hommes qui négocient, et aussi 5 femmes qui négocient, Qui négocie. dans chaque thématique, qu'on puisse avoir cette notion de genre, qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes qui participent, qui négocient, et dans chaque thématique. Et là, je pense que voilà, on va encore aller à la recherche d'autres femmes qui vont venir remplacer. Parce que c'est vraiment déplorable qu'on puisse voir toute une thématique qui a ses enjeux, qui a beaucoup de choses à faire, mais qu'on puisse y remarquer que 2 ou 3 femmes seulement et plus de 10 ou 15 hommes. Et même, des fois, il y a des thématiques où on ne voit pas de femmes du tout. Du tout. Ok. Et ça, à c'est part- déplorable. À part par exemple cette question de genre, quelles 2 autres actions tu peux peut-être proposer? L'éducation à l'environnement, pour moi, c'est une action primordiale. Qu'on puisse aujourd'hui initier les femmes au changement climatique. On ne peut pas mettre la femme au cœur sans donner à la femme les notions importantes. Donc qu'on puisse inclure les femmes, qu'elles soient instruites ou pas, qu'on puisse développer des programmes qui permettent à ces femmes-là d'avoir des notions par rapport au changement climatique. D'accord. Voilà, dans toutes les régions, que ce soit milieu urbain ou rural, que les femmes puissent savoir c'est quoi le climat, comment faire face au climat, qu'elles puissent faire partie du combat carrément. Je crois que ça, c'est une action concrète. Si on le fait, on verra les résultats. Que la femme, elle détienne les notions Et par une rapport au changement troisième action? climatique. Une troisième action, je dirais, c'est peut-être donner la chance aux jeunes filles aussi, voilà, la relève. La relève. Voilà, la relève. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait d'abord éducation. Oui, mais quand même, par exemple, ces femmes-là qui sont là, il y en a quand même si on n'est pas nombreux, il y a des femmes, ou bien même des femmes plus âgées, même que nous, des mentors qui sont là, qui sont des docteurs en environnement, qui ont eu à faire beaucoup de choses dans l'action climatique depuis presque des années. Donc ces femmes-là pourront préparer la relève. Ça, c'est une action concrète. Voilà, c'est-à-dire montrer le chemin qu'elles ont parcouru, comment elles ont fait en tant que jeunes spécialistes en environnement, jusqu'à aller à l'ONU, jusqu'à défendre pas mal de problématiques, comment elles ont fait pour y arriver. Je pense que cette notion de relève-là pourra permettre à une jeune fille qui a l'ISE de l'UQAT en première année, ou bien qui est dans notre institut en train d'étudier l'environnement, mais elle ne sait pas comment devenir, par exemple, une Greta Thunberg, ou bien comment devenir une femme qui porte la voix, même devant le secrétaire général des Nations Unies. Mais ça, c'est la relève. Inch'Allah, ça c'est la relève qu'il faut préparer. Donc je pense qu'il faut une action concrète, que ces femmes-là puissent préparer la relève. D'accord. Merci beaucoup Fanta. Alors Fanta, ñun nag suñu émission bi dafa am benn partie boo xamante ne kaddu gi la tudd kaddu tey kaddu Fanta la ñu bëgg a jël tey. Donc c'est quelques séries de questions yoo xamante ne tu nous réponds sans réfléchir. Okay. D'accord. Pourvu que je ne fasse pas d'erreur alors. Quel conseil donneriez-vous à votre... Bon, je ne veux Fanta pas dire jeune, votre jeune fille parce que Fanta est déjà jeune, mais si diggante li nga dund ak léegi, quel conseil aurais-tu donné à la petite Fanta? De foncer, malgré les barrières et tout. De foncer quoi, et d'y croire. Parce que moi j'ai foncé, hein. Oui, j'ai foncé quand même, parce que ça n'a pas été facile. Dès le début, avoir 20 ans et de venir voilà, dire que tu vas régler le problème environnemental au Sénégal, ça c'était vraiment avoir de l'audace quoi. Donc je dirais à une Fanta, ta petite Fanta, en fait c'est petite toi. Fanta, Toi. moi-même. Toi en plus petite peut-être, une Fanta qui a 20 ans. Oui. Donc je lui dirais de foncer hein, et vraiment d'être audacieuse. Audacieuse. Parce que c'est un milieu où quand tu n'es pas audacieuse, bah, tu ne vas pas percer. Il faut être audacieuse. Et Taïdi, quel est le plus grand échec que tu as eu à connaître dans le métier et comment tu as pu surmonter ça?
Alors, je dirais que c'est il y a 1 an avec le magazine même. Ouais. Je ne ferai pas échec, mais peut-être que bon, c'était un défi qui est là, une barrière qui a été là, et qu'on a essayé de contourner. C'était bon, une petite histoire que j'ai eue avec le ministère de l'Environnement, mais qui est devenue même peut-être là. Ah bon? Ça, oui, oui. Fanta Ba, t'as une histoire? Non, oui, Raconte-moi histoire. ça. Mais en fait, on est allé à la COP27 Ouais. en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Donc voilà, je n'étais pas allée sous la bannière du ministère de l'Environnement. Mais comme c'était un nouveau ministre qui venait de s'installer, c'était sa première COP, bah, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on puisse peut-être l'accompagner dans la communication. Donc, avec ma journaliste qui y était, donc on lui a fait des interviews, on lui a vraiment accompagné par rapport à sa communication là-bas, sans même quelque chose quoi. Mais après, il était convenu qu'on fasse une collaboration, une fois de retour à Dakar. Donc voilà, après de retour à Dakar, ils ont créé leur magazine eux-mêmes. Donc voilà, ça a été un échec. Donc ça, ce jour-là, j'ai senti un échec. Je me suis dit, bah, le ministère, peut-être qu'il y a plus de moyens que nous forcément. Et ça aurait pu te décourager pour que tu baisses les Voilà, bras. voilà. Je me suis découragée, hein. Je suis restée pendant des mois sans produire, sans même parler du magazine. Parce que voilà, c'était un choc qui est là. Surtout quand il insistait sur le terme innovation, c'est comme si nous n'avions jamais existé. Ok. Bah, ça m'avait frappé. Donc voilà, ça m'avait frappé. Mais, mais après, maintenant, sont mes amis. Hein, donc, maintenant, sont mes amis parce que bon, le ministre qui était n'y est plus maintenant. Bon, le nouveau ministre est quand même mon ami. Ah, pour le moment, quand même. Et à Pour le moment. contrario, quelle est ta plus grande réussite? La plus grande réussite jusque-là, je dirais, voilà, j'ai beaucoup aimé cette dernière expérience à Bakou, hein, à la COP 29. J'ai ouï dire que tu voulais même pas rentrer. Je voulais même pas rentrer. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé parce que voilà, quand je fais la rétrospection de ma première COP depuis Abidjan, où j'étais la jeune fille qui courait derrière la salle de négociation pour prendre une interview après. Et ça, être journaliste, ça c'est un autre aspect qui est là. Oui, J'ai pas fait de formation en journalisme, oui. mais sobre quoi. Je me suis dit, voilà, je prends mon téléphone, je cadre. Ouais. J'attendais Oui, certaines... ce que tu as dit. En fait, ce que je retiens, c'est que Kaddu Fanta, c'est le mot, c'est l'audace. Voilà. L'audace. Audace, audace. Voilà, parce que sans audace, avoir audace, une notion en journalisme, j'étais scientifique. Mais voilà, j'ai eu à faire des interviews, j'ai eu à rédiger des portraits, à faire des articles. Okay. Et quand je montre ça à un certain Mamgorgo, mon mari entre guillemets, Mamgorgo, voilà, oui, parce que lui, il a eu à beaucoup m'accompagner à mes débuts, étant un senior en journalisme. Oui, mais quand je lui montre ça, il me dit, mais Fanta, toi, tu as des talents cachés. Comment tu as fait le joli chapeau comme ça sans passer par le CESTI, hein? Oui. Je salue même Moussa Ndiaye, Mamadou Ndiaye aussi, voilà, directeur de CESTI. Je suis passée par CESTI, hein, mais quand même les CESTiens... Tu as été bien mentoré. Oui, mentoré. Et aussi, j'ai toujours aimé la dissertation, la littérature. Donc voilà, force de lire beaucoup et d'écrire, ça m'a facilité quand même de porter cette casquette de... Voilà, donc ce qui m'a plus plu, c'est quand je fais la rétrospection, je vois qu'à Abidjan, je me mettais derrière les salles. Oui. J'attendais que les gens terminent pour que je vienne leur prendre des interviews, leur demander comment ça s'est passé. Et la COP29, c'est à moi qu'on me demande. Voilà, comment ça s'est passé. J'étais au cœur, j'étais dans les salles, je suivais voilà, les problématiques et toutes les thématiques. Donc quand je vois ça, je vois que c'est ma plus grande réussite jusque-là. Voilà. Et on te souhaite encore d'autres grandes réussites. Merci. Et là, on arrive à la fin de l'émission. Mais comme je fais d'habitude avec mes invités, au jour d'aujourd'hui, si tu as une jeune Fatou qui est là, qui a le bac, qui ne sait pas comment faire ou où s'orienter et qui veut peut-être s'intéresser aux questions de l'environnement, quels sont les conseils? Quels sont les, par exemple, le bac que tu lui conseillerais peut-être? Bon, supposons qu'elle ait déjà le bac. Quelles sont les écoles, la branche qu'il faut suivre, histoire de dire à nos jeunes filles qui nous suivent, voici comment faire pour arriver peut-être à être une Fanta camarade de... Pour une nouvelle bachelière, il y a l'ISE qui fait des concours d'entrée. Il y a aussi le CEDA, Centre africain pour l'environnement et le développement durable. Je suis passée par là-bas aussi. Il y a l'IHE que j'ai cité tantôt. Voilà, il y a pas mal d'écoles qui sont là quand même, qui forment des environnementalistes. Mais je dirais à cette jeune fille qu'au-delà des cours, qu'elle ne se limite pas aux cours. Parce que moi, je ne me suis pas limitée aux cours. Hein. Je ne me suis pas limitée aux cours.
Pour moi, j'ai Google, j'ai YouTube. On parle tout à l'heure de la technologie. La technologie m'a formée. Parce que sur YouTube, je pouvais rester pendant une journée presque à suivre des vidéos de 2 heures de temps sur l'environnement. Je l'ai fait. Donc, j'ai lu des articles, j'ai fait des recherches et j'ai reçu des notions que je n'ai pas reçues à l'école. Donc, voilà, il faut aller au-delà des cours. C'est la passion. La passion. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne vas même pas vouloir aller à l'école. Et dès que tu descends, pour toi, c'est fini. Hein. Parce que suivre Tu passes à autre chose 2 heures de temps sur l'environnement, c'est parce qu'il faut aimer ça. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le premier secret même, la passion. Moi, je suis très passionnée de l'environnement. Donc chaque jour que je me lève, je vois des notions nouvelles à acquérir par rapport à l'environnement. Donc si une jeune fille se met dans cet élan-là, tout le temps tu verras de nouvelles choses. Et tout le temps tu vas encore vouloir apprendre et tout le temps tu vas percer encore davantage, tu vas échelonner. Mais si tu restes au même niveau, tu attends la licence. Donc, merci beaucoup. Et sur ces mots de Fanta, donc créer de la valeur ajoutée, on va vous quitter, vous donner rendez-vous dans un autre numéro de Kaddouk Jigéen avec une autre dame qui a aussi créé de la valeur ajoutée. Et retenez que Kaddouk Fanta, moi le mot audacieux. À bientôt. My woman, they give